Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma petite voix d'outre-tombe où je parle du nez. Je suis malade, je suis désolée pour ça du coup. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog où je vais lire 2 livres pour découvrir un nouvel auteur. Cet auteur n'est autre que Joël Dicker, puisque je l'espère, découvrir la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, donc là c'est chez De Fallois Poche. Et aussi l'énigme de la chambre 622 du même auteur, toujours chez De Fallois Paris. Cet auteur donc francophone, on en entend beaucoup parler, peu de personnes ne l'ont jamais lu finalement, et c'est mon cas. Donc il est temps de remédier à cela. L'occasion était toute trouvée puisque je me suis retrouvée à avoir l'occasion justement d'avoir 2 de ces livres dans ma palle. Donc je les ai pris et je les ai tout simplement gardés pour cette vidéo pour découvrir un nouvel auteur. De fait, en parlant avec vous en commentaire sous certaines de mes vidéos, j'ai cru comprendre qu'on était sur un auteur où si on en lisait 1, 2 ou 3, finalement on retombait souvent sur les mêmes schémas, c'était moins intéressant les autres tomes, enfin les autres livres, les autres œuvres, parce qu'on réutilisait souvent le même schéma, on revoyait souvent les mêmes choses revenir. Je ne vais pas avoir l'occasion forcément, je pense, de pouvoir donner mon avis sur cet aspect-là, parce que je pense qu'avec 2 lectures, ça risque d'être assez short en fait pour vous donner un avis. Voilà, je pense qu'avec d'autres livres encore de l'auteur, j'aurai un avis plus complet là-dessus. Donc je ne sais pas encore lequel je vais commencer, je ne sais plus lequel des deux, mais de mémoire, il me semble qu'il y a un de ces 2 livres qui est un one-shot et l'autre qui est un tome d'une saga. Je crois que c'est l'affaire, la vérité sur l'affaire Harry Kéber qui est un début de saga et celui-là qui est tout seul. Mais je suis pas sûre, je ne me souviens plus, donc je vais vérifier ça. Et je pense que je vais débuter tout simplement par le one shot. Ce sera beaucoup plus simple, j'aurai moins de frustration de ne pas suivre la saga ensuite. J'ai moins d'une semaine pour lire donc 2 livres de quasiment 800... non pas 800 pages, ouh là là je dis des bêtises. Le premier livre on est à 569 pages et le deuxième on est à 855. Ça fait quand même pas mal de pages en aussi peu de temps. Alors, va falloir que je m'y mette et je vous retrouve donc je pense demain dès que j'ai lu suffisamment du premier livre pour pouvoir vous donner un avis sur ce que je pense, sur ce que j'ai pu découvrir. Et j'espère très sincèrement que je vais aimer mes lectures, que je vais aimer découvrir la plume de cet auteur. Ce serait vraiment dommage de ne pas apprécier finalement un auteur francophone. C'est toujours bien de pouvoir supporter des francophones. Je ne sais plus, je crois qu'il est suisse, mais je veux pas dire de bêtises. C'est peut-être dit au début, vous savez souvent ils disent une petite... comment on dit? Bah non, il n'y a pas. Ah non, il n'y a pas ici. Est-ce que celui-là, il y a? Vous savez, souvent dans les livres, ils mettent un... c'est pas un résumé, mais une mini-biographie pour pouvoir dire d'où vient l'auteur, d'où vient sa passion, ce genre de choses. Bon, bah là, il n'y a pas. Donc je ne saurais pas vous dire de quelle nationalité il est, mais de mémoire, je crois qu'il est suisse. Mais je dis peut-être une grosse bêtise. J'essaierai de me renseigner. Peut-être écrit derrière. Ah bah oui, il est né à Genève, donc effectivement il est suisse. Allez, je vous retrouve tout de suite dès que j'ai pu lire un petit peu. Je vous retrouve, j'ai bien entamé donc l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Écoutez, j'aime beaucoup, franchement je m'attendais pas trop à ça, enfin pas du tout même. J'aime beaucoup les différences de temporalité, donc on a 3 temporalités différentes. On a genre 15 ans en arrière. On a le présent avec d'autres personnages qui eux font l'enquête un peu de ce qui se passe, mais c'est pas enquête genre policière, c'est vraiment enquête d'un écrivain du coup qui se retrouve à être normalement en repos et en fait sa voisine de chambre se rend compte qu'il y a une chambre qui s'appelle 621 et l'autre 621 bis et il n'y a pas de 622 et après ça passe à 623. Pourquoi? Et bien justement telle est la question et donc on va chercher pourquoi cette chambre ne s'appelle pas 622 mais 621 bis et donc on va avoir l'histoire de ces 2 personnages, donc avec l'écrivain et cette personne, cette femme qui est avec lui, qui l'aide dans l'enquête. On va avoir donc en parallèle 15 ans en arrière avec des personnages qui ont un lien avec cette chambre 622 dans l'hôtel et ensuite on va avoir quelques années plus tôt justement quand quelque chose s'est passé dans cette chambre justement et de là va tout partir.
Et justement j'aime bien ce mélange de temporalité parce qu'on n'en sait pas trop tout de suite. C'est-à-dire qu'on a vraiment des flashbacks qui vont nous aider à comprendre les relations des personnages, qu'est-ce qui s'est passé, mais en même temps pas trop non plus, pas trop rapidement. On a aussi donc le présent de l'écrivain qui lui va vraiment enquêter, et en fait quand il va apprendre certaines choses ou se douter de certaines choses, on va avoir quelques années précédentes des autres personnages qui eux ont vécu oui, quelque chose dans cette chambre 622, et du coup avec ça on va avoir de nouvelles informations ou simplement voir en vrai, en vivant, je ne sais pas comment expliquer, mais ce que l'écrivain a appris deux chapitres plus tôt, ce genre de choses. Donc je trouve ça hyper intéressant, la façon dont les choses sont tenues, la façon dont les événements sont créés, dont c'est écrit aussi. Il y a juste un truc qui... j'arrive pas à m'attacher à Macaire. En même temps parfois il est attachant et parfois il m'agace, il m'exaspère au plus haut point. Ce Macaire, c'est typiquement le fils qui est riche, qui a toujours tout eu et qui du coup s'attend à avoir dans le bec tout cuit, tout. Son droit à la banque pour lui, eh bien, puisqu'il travaille dans une banque avec son père, c'est son père qui a la banque, et bien pour lui ça lui vient tout cru et ça devrait lui être dû. Et il ne se pose absolument aucune question quand on lui dit mais tu vas pas être président, regarde ton courrier, tu n'es pas du tout à jour, alors que l'autre à côté, il est bien meilleur que toi, il est à jour, il a de meilleurs résultats. En gros on lui dit mais t'en fous pas une, tu as des mauvais résultats, on va pas te mettre président. Et lui, plutôt que de se dire ah ouais bah je vais leur montrer que j'en suis capable, je vais leur montrer que je travaille bien, je vais leur montrer que ceci cela, et ben non, il se morfond sur lui-même et il fait tout un tas de choses à droite à gauche, de manipulation, de ceci cela, qui ne fonctionnent même pas en plus, pour essayer d'être président, au lieu de montrer aux gens qu'il peut être président parce qu'il en est capable, parce qu'il est la personne idéale. Et pas juste parce qu'il a le nom de la banque et du coup il doit être le président. Donc voilà, donc d'un côté il est très attachant et d'un côté pas du tout. Je sais pas trop comment me situer avec ce personnage là. Ensuite on a Lev. Lev au début il est pas trop attachant et au final je le trouve très attachant. Je sais pas, justement il s'est fait une place de lui-même, il est parti de rien pour réussir à monter les échelons. Alors certes il a aussi eu beaucoup de chance, il a croisé les bonnes personnes au bon moment, mais il n'aurait pas toutes ses capacités, toutes ses connaissances, bah il n'en serait pas là. Et donc je trouve ça extrêmement bien, ce personnage, je l'aime bien pour ça. Par contre ce que j'ai pas aimé c'est vraiment le fait que son histoire d'amour c'est chaotique. C'est chaotique, vraiment, c'est frustrant, c'est extrêmement frustrant. Alors quand je dis que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas aimé parce que justement ça me frustre, mais c'est pas que j'ai pas aimé parce que c'est mal fait ou quoi que ce soit, non, rien à voir. Non, juste c'est extrêmement frustrant parce que dès qu'ils sont censés se retrouver les deux, il y a quelque chose qui fait que non, vous n'allez pas vous retrouver. Par exemple, un rendez-vous un soir, elle se fait enfermer par sa mère dans la salle de bain alors qu'elle est majeure, hein. Et du coup lui il se dit ah donc elle veut plus de moi, et au lieu d'aller chercher à la voir en croyant ça, et du coup il n'y va pas et il y a un gros malentendu, et ça plusieurs reprises, hein, de diverses manières, mais à chaque fois c'est comme ça. Et en plus on leur met des bâtons dans les roues. Il y a d'autres personnages qui vont trafiquer des choses pour faire croire que l'autre justement ne l'aime pas et donc se joue de lui. Bref, tout le temps, à chaque fois, dès qu'ils peuvent se retrouver, ça se passe mal. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait que non, ça ne va pas être bien, non, vous n'allez pas vous retrouver. Et donc forcément là j'en suis à la page 391. J'espère qu'ils vont finir par se retrouver vraiment, parce que c'est frustrant pour eux, vraiment. À quel moment on fait ça? Mais j'aime bien quand même ce roman, j'aime bien cette petite recherche, le fait que ce soit une enquête mais pas non plus policière. C'est juste une enquête de curiosité de la part de cet écrivain, de cette femme qui couche dans cette chambre 621 bis et qui n'était autre que la chambre 622.
Et donc voilà, je trouve ça sympa, ces petits parallèles entre toutes ces histoires qui arrivent au fur et à mesure, qui nous apprennent les choses au fur et à mesure, qui nous apprennent à connaître les personnages et voilà, à avancer doucement mais sûrement dans l'histoire. Donc j'ai hâte de le terminer en vrai. Je suis curieuse, je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va se terminer. Parce que maintenant, là on a un nouveau dénouement qui vient d'arriver là où j'en suis. À savoir vraiment clairement qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a encore plein de choses que l'on ne sait pas et donc j'ai hâte de les savoir. Je vous retrouve un moment plus tard, je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit du coup sur les livres de Joël Dicker, donc sur celui que j'ai terminé maintenant. Je sais plus si j'étais revenue vous voir quand je l'ai terminé ou pas, mais je crois pas. Donc dans le doute, je vais vous refaire un petit schmilblick. Ce qu'il en ressort du coup de l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker, quelques semaines après l'avoir lu du coup, c'est... comment dire, j'aime bien la dynamique, j'aime bien la temporalité, le fait que vraiment l'auteur nous a mis sur différents temps, on a le passé, le présent, on a en même temps un passé du passé, on découvre les choses comme ça au fur et à mesure et ça j'ai adoré. Par contre, je me souviens que ce que j'avais beaucoup moins aimé, c'est clairement des moments avec l'éditeur, le moment où le personnage principal parle de l'auteur, Voilà, c'est des moments que j'ai trouvé assez longs, je comprenais pas trop l'intérêt. Vraiment dans cette histoire, c'était pour moi un peu superflu par rapport à l'énigme de base qui entrait dans l'histoire. Enfin, je sais pas, pour moi c'était en trop et pas forcément utile. Bon, dites-moi ce que vous en pensez si jamais vous avez lu l'énigme de la chambre 622. Mais c'est ce qu'il me reste aujourd'hui de cela au niveau de l'affaire, de ce qui se passe à la fin, de ce qu'on découvre. J'ai pas deviné ce qui s'est passé, en tout cas je me rappelle plus, mais je crois pas. C'est une bonne chose, en même temps la fin... Je sais pas, j'aurais préféré une autre fin. C'est peut-être juste parce que je suis pas habituée à ce genre de livre, à ce genre de choses. Mais j'aurais aimé une autre fin pour les personnages. Voilà. Un peu déçue par cette fin. Mais bon, c'est pas grave. Depuis cette première lecture donc de Joël Dicker, cette découverte, eh bien j'ai commencé La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc toujours de Joël Dicker, évidemment. D'ailleurs, dites-moi, on dit Dicker ou Dicker? Je sais pas, mais ça se trouve, je dis les deux sans m'en rendre compte. J'en suis donc à la page 296 et on en est loin de la fin puisqu'on est sur ouais, quasiment 900 pages, 860 pages de livre. Et il en ressort que déjà là je sens que j'aime beaucoup plus, je suis beaucoup plus attachée, je suis beaucoup plus happée par l'histoire que pour celui de l'énigme de la chambre 622. L'histoire des personnages, l'histoire... ouais, la façon dont sont les personnages me semble plus prenante, plus intéressante que l'énigme de la chambre 622. Ici on est donc sur l'histoire de... On est sur le même fait au début puisque c'est assez marrant ça d'ailleurs. On est vraiment sur un auteur qui est face à sa maladie d'écrivain qui est la page blanche et du coup il trouve un moyen et il se déplace quelque part pour trouver l'inspiration dans son écriture et l'inspiration vient de ce qu'il vit. Et du coup on lit actuellement le livre de cet auteur qui est donc publié et on est à la fois auteur et personnage, enfin je sais pas trop comment expliquer ça mais je trouve ça assez original mais du coup plus trop original puisqu'on a deux fois la même chose dans les deux livres. C'est fait de façon un peu différente mais ça revient quand même à la même chose. Ce que... c'est peut-être de ça justement que faisaient référence les personnes qui me disaient en commentaire que elles apprécient Joël Dicker mais ça revenait, c'était assez redondant, ça revenait quand même souvent sur la même façon de faire, la même chose. Et donc ça se trouve, rien qu'en deux livres, je me rends compte effectivement que c'est le cas. Peut-être que j'ai tort et que c'est pas du tout de ça dont on parle et que juste j'ai pris deux livres qui sont étroitement semblables et que c'est une circonstance. Et que c'est une coïncidence, c'est mieux. Peut-être, je sais pas. Dites-moi si c'est de ça dont vous parliez, si jamais vous faites partie de ces personnes qui m'ont dit ça. Donc voilà, donc pour l'instant, je trouve que celui-ci est bien mieux et on est sur l'histoire d'un écrivain qui arrive au haut de sa gloire. Il a écrit un livre
et c'était THE livre, sauf que là il a le syndrome de la page blanche et malheureusement pour lui, son éditeur il a signé pour 5 livres et là ça fait quand même 1 an et demi qu'il écrit plus. Et du coup il est devenu, il est retombé aux oubliettes finalement et on n'attend plus grand chose de lui, mais l'éditeur lui il attend quand même pour avoir une sacrée affaire. Cet auteur donc très connu, Marcus Goldman, se retrouve donc un peu dans l'impasse, il n'arrive pas à écrire, il a aucune inspiration. C'est vraiment le syndrome de la page blanche à son paroxysme. Et donc il se dit je vais retourner voir mon mentor, je vais retourner voir la personne qui m'a tout appris et qui va peut-être m'aider à sortir de cette situation. Donc il va à la maison, donc à Goose Cove, à Aurora, et son ami donc Harry, qui est beaucoup plus âgé que lui et qu'il a rencontré parce que c'était un professeur à lui, il lui a vraiment tout appris. Et bien justement cet Harry, il lui arrive une chose pas très drôle. On se rend compte qu'il y a un cadavre dans sa cour. Et ce cadavre, c'est le cadavre d'une jeune fille de 15 ans qui a disparu il y a de cela 33 ans. De fait, Harry donc, se retrouve forcément arrêté et incriminé. Tout est en sa défaveur, hein. Tout montre que c'est lui le coupable. Il n'y a pas de preuves tangibles, mais il y a quand même de fortes suspicions. Et donc là, Marcus Goldman est son seul ami et en même temps écrivain. Il va se mettre à la quête de la vérité parce qu'il croit fort son ami quand il lui dit que ce n'est pas lui le tueur. Et donc Marcus Goldman va sur ce faire une enquête assez complète et même plus complète que les policiers à certains moments. Et du coup on va le suivre dans cette aventure, on va le suivre découvrir la vie de cette Nola au fur et à mesure, la vie aussi de son ami Harry qui ne lui avait jamais avoué connaître cette jeune fille, qui ne lui avait jamais parlé non plus de son histoire avec cette jeune fille, ni de la disparition de cette jeune fille. Bref, Marcus est vraiment tombé dénu quand il a appris tout ça. Et de fait, c'est hyper intéressant de découvrir l'enquête de Marcus Goldman, de découvrir quand il parle avec les personnes à droite, à gauche, quand il découvre de nouvelles choses, de nouvelles hypothèses. Je trouve ça vraiment, encore une fois je me répète, mais très intéressant. Et encore une fois on a une différence de temporalité, on a à la fois le présent, donc avec Harry qui est en prison et Marcus Goldman qui est en train de rechercher la vérité et qui est dans la mouise jusqu'au cou parce qu'il doit sortir un livre que son éditeur lui dit écoute t'es ami avec Harry, fais-nous un livre sur lui justement, ça va faire... Tout le monde ne parle que de cette affaire parce que Harry était aussi un auteur très reconnu. Donc tout le monde ne parle que de ça et vas-y écris un livre sur cette histoire vu que t'es aux premières loges et ça va marcher du tonnerre. Lui il est un peu en mode non en fait je vais pas faire ça, c'est mon ami, j'ai aucune envie de le mettre dans la mouise encore plus. Donc il se dit je vais écrire un livre sur la vérité et donc c'est le livre qu'on est en train de lire, hein. Exactement comme dans l'énigme de la chambre 622, on est en train de lire son enquête, l'histoire, comment il a découvert les choses, ceci, cela. J'aime bien parce qu'on a du coup le présent avec Marcus et Harry qui est en prison, on a du coup le passé, donc on a le passé version personnages qui vont nous parler de ce passé, nous dire ce qui se passe, et on a en même temps en parallèle des moments de vie des personnages, on a même des parallèles, des flashbacks de Nola, donc qui est la personne décédée. On a tout ce genre de choses et au fur et à mesure on grappille des choses et on découvre de nouvelles choses, on découvre de nouveaux personnages, on découvre évidemment petit à petit de nouvelles personnes à soupçonner comme étant le meurtrier et je trouve ça hyper intéressant. En tout cas ça me happe beaucoup plus que pour l'énigme de la chambre 622. Donc j'attends de voir la suite pour l'instant. J'aime trop ce que je lis en tout cas. Je vous retrouve pour vous parler donc de ma deuxième lecture de Joël Dicker avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ici aux éditions de Fallois Poche. Écoutez, cette deuxième lecture, je l'ai largement, mais vraiment largement préférée à la première lecture qui était donc l'énigme de la chambre 622. Celui-ci, tant au niveau de l'histoire qui m'a beaucoup plus intéressée qu'au niveau des personnages, je trouve il y a un truc en plus, il y a quelque chose en plus qui m'intéresse énormément, qui a fait que j'ai pris plus de plaisir à retourner dans ma lecture, j'ai été plus intriguée par ce qui allait se passer, par
J'ai été plus intéressée aussi par l'histoire des personnages, par ce qui leur arrivait, comment ça se produisait, et j'étais plus j'étais plus immiscée dans l'histoire des personnages que avec la chambre 622. Voilà, c'est assez... J'ai un peu de mal quand même à l'expliquer, mais je pense que c'est le plus gros, c'est les personnages qui m'intéressent beaucoup plus dans celui-ci, dans ce livre-ci, ainsi que la trame de l'histoire qui est plus intéressante et plus immergente. Voilà, on s'immerge plus facilement dans l'histoire et aux côtés des personnages dans cette œuvre. On m'avait parlé du fait que Joël Dicker a tendance dans ses livres à faire plusieurs fois la même chose, ou en tout cas quand on a lu plusieurs de ses livres, on sait déjà ce qui va se passer. Enfin, il réutilise souvent les mêmes choses, de ce que j'avais compris. Et de fait, je peux déjà voir, moi, en n'ayant lu que 2 livres, quelques similitudes, tant au niveau de la temporalité dans les œuvres. On a ce passé qui revient, qui réémerge. On a aussi le fait que on va avoir le passé, donc des scènes du passé, le présent, mais également le présent du passé, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était surtout dans le premier livre où c'était présent, mais là on est plus sur passé, présent, qui va nous faire avancer en fait dans l'histoire au fur et à mesure. Donc ça c'est la première chose, la temporalité, qui sont en lien avec les deux, qui se ressemblent énormément. Et la deuxième chose, je dirais que c'est le fait qu'on entame en fait l'œuvre avec notre personnage qui est un auteur qui a forcément le syndrome de la page blanche et qui découvre quelque chose qui va lui faire démarrer finalement son œuvre, et on finit par lire l'œuvre du coup, et l'œuvre de ce personnage inventé qui écrit dans le livre. Voilà. Donc ça se regroupe quand même pas mal, et puis ensuite le côté enquête, le côté mystère, ça se retrouve dans beaucoup évidemment des livres autour des enquêtes, donc ça me paraît pas étonnant. Et si jamais vous faites partie de ceux qui m'ont dit que oui, il y avait des similitudes et que bon, on pouvait se lasser parce qu'on savait déjà à quoi s'attendre ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses autres que vous avez repérées qui se ressemblent dans les œuvres. Parce que j'ai peut-être sur 2 livres pas encore mis la main sur tout, mais ces 2 points-là en tout cas m'ont clairement fait me dire ah, ça se ressemble quand même vachement. C'est pas évident de donner un avis parce que je l'ai fini il y a un moment maintenant. J'ai pas pu filmer tout de suite et résultat je l'ai plus... je l'ai en tête parce que j'ai adoré et forcément je m'en souviens plus qu'un livre où je vais passablement aimer par exemple. Mais de là à vous dire des choses hyper précises, c'est plus compliqué forcément que quand on vient de le terminer et qu'on a encore l'histoire en tête et des éléments précis en tête. Je me souviens juste d'avoir tiqué sur un personnage qui disait... droguer sa femme, ça m'a fait tiquer tout simplement parce que ça rapporte quand même beaucoup à la réalité et à l'actualité aujourd'hui, avec notamment le fameux et grand procès. Donc voilà, il y a juste ça qui m'a fait tiquer et me fait me dire c'est bizarre. Mais sinon l'affaire avec Nola, donc notre personnage qui est redécouverte, découverte tout court parce qu'elle avait disparu depuis 30 ans, et on découvre dans le jardin d'un auteur, donc le fameux Harry Kéber, le squelette de Nola. Et c'est là qu'on va découvrir déjà pourquoi elle est ici, comment, et les relations avec les autres personnages qu'elle a pu avoir à 15 ans, ce genre de choses, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il se passait dans sa vie à ce moment-là, tout ce genre de choses. Et j'ai adoré vraiment découvrir cette trame. J'ai trouvé que les personnages étaient très intéressants. Harry Kéber est un personnage aussi très intéressant. Nola était absolument... on ne savait pas sur quel pied danser, comment la... Voilà, tout au long de l'enquête on apprend à la découvrir, alors même qu'aujourd'hui, au moment présent de l'œuvre, elle n'est qu'un squelette. Mais en découvrant au travers d'autres personnages son histoire, on apprend petit à petit, puzzle par puzzle, pièce de puzzle par pièce de puzzle, à découvrir qui elle est. Et j'ai adoré son histoire avec Harry, la relation entre Nola et Harry. Un peu moins le côté relation entre quelqu'un qui a plus de 30 ans et quelqu'un de 15 ans.
Voilà, on n'est pas non plus sur allez-y faites-le, c'est normal, je pense pas. On nous le dit bien hein, que c'est pas normal dans l'histoire, les personnages en sont conscients. Mais voilà, je sais pas trop sur quel pied danser à ce niveau-là, sur cette différence d'âge qui peut être peut-être une ouverture pour certaines personnes qui ont de drôles d'idées, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc ouais, je l'ai vraiment largement préféré au premier et je sais pas quoi vous dire de plus tellement... ouais, j'étais happée dans l'histoire, j'ai eu du mal à le lâcher une fois que je l'ai commencé, alors que celui-ci, bah, je retournais dans mon livre, dans ma lecture, mais pas avec autant d'entrain que pour la vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'avais envie de savoir ce qui s'était passé, j'avais envie de savoir qui était le meurtrier, j'avais envie de savoir qui disait la vérité ou pas. Et je trouve ça hyper intéressant, donc c'était trop bien. Vraiment c'était une très très belle lecture, je suis contente d'avoir découvert cette œuvre de Joël Dicker parce que si je m'étais arrêtée avec l'énigme de la chambre 622, voilà, j'aurais peut-être pas... peut-être retenté ma chance avec cet auteur. Si j'en avais eu l'occasion, peut-être que je l'aurais fait, mais je serais quand même restée sur une note ouais, ça se lit, mais c'est pas ce que j'aime plus que ça. Alors que là, avec celui-ci, je peux clairement dire que, ok, là, l'auteur, il a réussi à m'entraîner et il écrit très bien. On passe de passé, présent, on a des personnages partout qui vont nous aider, on va voir les choses à droite à gauche, on va plus savoir où mettre de la tête. Surtout pour moi qui n'ai pas l'habitude de tout ce genre de lecture, d'énigmes, d'enquêtes. Donc je suis pas très douée pour trouver forcément le coupable. Mais voilà, franchement c'était une super bonne lecture et je suis contente d'avoir découvert cet auteur. Je peux dire maintenant que je fais partie des personnes qui ont lu Joël Dicker et je n'aurais plus à dire que non, je n'ai jamais lu Joël Dicker. Donc voilà, j'aurais pris le temps hein, pour faire ce vlog parce que là on est peut-être sur 2 mois mis de bout à bout, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais j'ai pas pu filmer comme je l'aurais voulu, c'est pas grave. Mais en tout cas, bah, je suis contente, j'ai quand même lu 2 livres en moins dans ma palle. Et surtout, eh bien, j'ai une découverte à nouveau que j'aime énormément. On n'est pas au niveau du coup de cœur, hein, j'en suis pas au point de waouh, mais j'en suis le niveau en dessous juste parce que je pense que c'est pas mon genre de prédilection. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que c'est pas le coup de cœur. Mais si on était sur mon genre de prédilection, ce serait peut-être plus un coup de cœur. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais en tout cas j'ai adoré retourner aussi dans cette époque où les personnages sont vraiment de bons personnages. On a des personnages qui ont une caractéristique très forte, très présente et c'est un peu caricatural mais j'adore ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Si vous ne l'avez pas encore découvert, n'hésitez pas à le lire, à suivre l'histoire de Nola et Harry justement. Et cet auteur qui va donc écrire l'œuvre, l'histoire, la vérité sur Nola et Harry. Si jamais vous avez déjà lu l'un de ces livres de Joël Dicker, ou plusieurs, s'il y en a un que vous estimez être au-dessus du lot et que je dois absolument découvrir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse ajouter sur ma liste de Joël Dicker des livres qui potentiellement pourraient m'intéresser. Et même si vous n'avez jamais lu Joël Dicker, dites-moi tout simplement ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que ça vous a donné envie de le découvrir ou pas, et lequel des deux vous donne le plus envie. Est-ce que vous êtes plutôt sur l'histoire de Nola ou plutôt sur l'histoire dans l'hôtel, sachant que aussi celui-ci il y a la plage, la mer, l'été, même si parfois il pleut. Et là on était plus autour d'un hôtel. Donc il y a aussi le contexte qui je pense... je suis plus côté nature que hôtel. Bref, je vous laisse ici avec cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures. Et je vous dis à la prochaine.